on va pouvoir attaquer le premier dossier de cette conf. Est-ce que quelqu'un veut me lire l'énoncé en me disant ce qu'il mettrait dans son brouillon? L'enseignement, c'est la répétition. Donc, néphrologue, vous recevez en hospitalisation Madame Grosmolet, moyen de particularité, 64 ans non plus. Oui. Bilan d'œdème invalidant, donc il y a sans doute un traitement diurétique à installer. Voilà, très bien. Évoluant depuis 2 mois. Bon, c'est éventuellement Oui, chronique, voilà. mais sans plus. Dans ses antécédents, tabagisme actif, arrêt du tabac. D'accord, très bien. Elle pèse 69 kg contre 62 habituellement, donc c'est en rapport avec les œdèmes. Voilà, donc il va falloir effectivement la dépléter un peu. Pression artérielle à 16-10, donc traitement antihypertenseur Très bien. et évaluation des facteurs de risque associés. Très bien. Elle est en surcharge hydrosodée importante, donc toujours la même chose, il faudra la dépléter. Et sans signe clinique d'OAP, tant mieux. Voilà, exactement. Je vous rappelle, le potassium et l'OAP sont les deux grandes manières de tuer nos malades. Donc c'est vraiment la première question. Voilà, si vous avez un patient en surcharge, la première chose à vérifier, c'est qu'il ne soit pas en OAP. Il ne vous le dit pas forcément, et en fait, quand vous mettez le stéto, il sibyle jusqu'aux oreilles, vous lui mettez une petite perf de sérum phi comme garde-veine, et 2 heures après, il est intubé en réa pour son OAP. Donc vraiment, faites attention. Ok. Alors, quelles sont les grandes causes d'œdème des membres inférieurs qu'on connaît? Je sais pas, Louis, si tu veux répondre, ou ta voisine. Il y a des œdèmes bilatéraux, premièrement. Oui. L'insuffisance cardiaque droite, l'insuffisance rénale ou le syndrome néphrotique, l'insuffisance hépatique et l'obstruction du conduit thoracique. Et ensuite, il y a les œdèmes unilatéraux, donc soit avec signe inflammatoire, donc la phlébite ou la dermohypodermite bactérienne, ou aussi la lymphangite, ou bien sans signe inflammatoire, donc les varices des membres inférieurs, à gauche le syndrome de Coquette, et l'obstruction des lymphatiques par un processus tumoral. D'accord, donc c'est plus complet que ce que j'avais mis. Effectivement, tu as le syndrome, de façon un peu basique. Néphrotique, insuffisance rénale, il faut quand même qu'elles soient un peu sévères pour que tu aies une rétention hydrosodée si tu n'as pas de protéinurie. L'insuffisance cardiaque, l'insuffisance hépatocellulaire, l'insuffisance veineuse, bon, tu me l'as dit par le biais des varices. La dénutrition aussi. Quand tu es hypoalbuminémique, tu as une fuite, une baisse de la pression oncotique et une extravasation. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la physiopathologie des œdèmes dans le syndrome néphrotique est loin d'être claire. C'est très compliqué en fait. La version simple, c'est qu'il y a une baisse de la pression oncotique, donc il y a une fuite du liquide en interstitiel. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a des mécanismes hormonaux complexes, etc., mais que vous n'avez pas à connaître. Ok, très bien. Donc, le bilan d'entrée. Je ne sais pas si quelqu'un veut le lire. Alors, hémoglobine à 13, c'est bien. Je lis le bilan? Oui, vas-y. Dis-moi si tu as des remarques particulières en lisant. Le sodium, il y a une hyponatrémie. Le potassium est normal. Ta natrémie, elle est correcte. Hein. Elle est correcte. 135, oui. Mais voilà. Oui. Elle est tout plus basse, mais oui. La créate à 140, c'est un peu élevé. D'accord, donc qu'est-ce que tu dois pas faire? Je ne dois pas mettre d'AINS. Oui, ni d'HBPM. Très bien. Je suis sûre qu'ils vont vous le faire tomber. Ils adorent les HBPM chez l'insuffisance rénale. Donc très bien, oui. L'urée à 12, ça va. Oui, c'est en rapport. Il n'y a pas de franche... Ça n'a pas monté plus que la créate, entre guillemets. Donc il n'y a pas de gros arguments pour une part fonctionnelle. D'accord. Albumine à 17, ça va. Oui. Protéinurie des... ça va, c'est-à-dire... Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Elle a une c'est 30 normalement plutôt. Alors, normalement, t'es censé être à plus de 40. Moins de 30, c'est la définition du syndrome néphrotique. Moins de 20, c'est un syndrome néphrotique ultra sévère qu'il faudra anticoaguler. D'accord? Donc 17, c'est très sérieusement bas. D'accord? Protéinurie de 24 heures à 5,3. C'est supérieur à 3 grammes. Et puis c'est de toute façon pas normal du tout. C'est pas normal, voilà. D'accord, donc tu peux déjà dire que tu as un syndrome néphrotique. Ok. Le sédiment urinaire, alors je t'écoute. Donc il n'y a pas de leucocyturie. Les hématies, qu'est-ce que tu en penses? Rien. Rien. Je rêve. Alors, j'ai fait exprès.
Un élément extrêmement perturbateur dans le sédiment urinaire, c'est qu'il y a des labos qui l'expriment en par millilitre et il y a des labos qui l'expriment en par millimètre cube. Et en fait, il y a quand même une différence d'un facteur 1000 entre les deux. Voilà. Donc, j'ai fait exprès pour vous piéger de mettre moins de 10 puissance 3 par millilitre et 10 puissance 2 par millimètre cube. C'est juste pour vous embêter. Parce que 10 puissance 2 par millimètre cube, ça veut dire 10 puissance 5 par millilitre. D'accord ? Et en fait, le seuil pour l'hématurie, c'est 10,4. Donc, il y a une hématurie. C'est 10,4 par millilitre ou 10 par millimètre cube. Ça va ? Donc, le CBU est stérile, donc cette hématurie n'est pas en rapport avec une infection urinaire. Donc, on calcule la fonction rénale et quel est le diagnostic. Donc, je vous rappelle la formule de Cockcroft, l'idée du poids, c'est que le poids est un reflet de la masse musculaire. Donc, normalement, il n'y a pas du tout d'intérêt à prendre un poids plein d'œdème pour calculer la formule de Cockcroft, puisqu'on sait qu'avant, elle faisait 62 kg et maintenant, elle est à 69. A priori, les 7 kg, c'est de la flotte et du sel. Et donc, le Cockcroft, on le calcule avec 62 kg, qui est le meilleur reflet de sa masse musculaire, même si elle est pleine de cellulite et qu'elle a 2 muscles, ce n'est pas un très bon reflet, c'est une des limites du Cockcroft. Mais encore plus si elle est pleine de flotte. Donc, on prend bien sûr le 62 kg pour calculer le Cockcroft. Ok, et donc c'est un syndrome néphrotique, hein, c'est ce qu'on a vu, il y a une protéinurie supérieure à 3 grammes par jour, une albumine inférieure à 30, qui est impure. Dès que vous pouvez préciser, précisez. Donc là, il est impur à 3 titres, même si en fait il suffirait d'un de ces 3 éléments pour qu'il soit impur, puisqu'il y a une hypertension artérielle, elle a une pression artérielle à 16,10, il y a une insuffisance rénale avec une créate à 140 et une hématurie. Donc là, syndrome néphrotique impur. Alors, on a vu, je ne vous aide pas beaucoup en disant ça, parce que syndrome néphrotique impur, ça peut être la plupart des néphropathies glomérulaires. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir besoin de la suite. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme examen complémentaire biologique en première intention et quel examen complémentaire essentiel est-ce qu'on doit réaliser? Donc, on a vu l'exploration d'un syndrome glomérulaire, il passe forcément, sauf rare exception, diabète ou glomérulopathie familiale, mais voilà, par une ponction de biopsie rénale. Donc l'examen complémentaire essentiel qui permet de réfléchir et d'avancer, c'est la ponction de biopsie rénale. Ensuite, les examens complémentaires biologiques de première intention, c'est ultra classique quand on est interne en néphro. On a un patient chez qui un médecin de ville ou un néphrologue en ville a trouvé une atteinte glomérulaire, un syndrome néphrotique par exemple. On l'hospitalise le lundi pour faire sa PBR et à l'arrivée, on va faire les principales causes d'atteinte glomérulaire. Après, on pourra chercher plus précisément en ayant l'histologie, mais on fait les grandes causes. Les grandes causes, donc, on fait systématiquement une électrophorèse protéide urinaire plasmatique immunoélectrophorèse pour chercher une gammapathie monoclonale qui serait responsable. On fait également un bilan auto-immun, on fait des facteurs antinucléaires de dépistage, un complément, et on va chercher, dans certains cas, et parfois plus largement, des anticorps qui peuvent donner des glomérulonéphrite extracapillaires, donc notre fameuse grande urgence néphrologique, c'est les ANCA ou les anticorps antimembrane basale glomérulaire. Les ANCA qui sont responsables des vascularités ANCA et les anticorps antimembrane basale glomérulaire qui sont responsables du syndrome dit de Guth-Pasteur. Voilà, et en fait, on fera aussi des sérologies virales, hépatite B, hépatite C, VIH, parce que c'est pareil, ça oriente, voilà. On fait ça dès l'entrée. On fait un bilan préthérapeutique, parce que c'est un patient qu'on va biopsier. Un patient biopsié doit toujours avoir, je crois que c'est dans les quiz, mais il doit avoir une écho rénale, parce que c'est arrivé à tout le monde de faire des énormes boulettes, de biopsier un rein unique, par voie percutanée, pas classe, de biopsier un cancer, pas classe non plus, on dissémine, voilà, de biopsier un rein de 7 cm, pas classe, parce que la biopsie donne rien, et en plus ça saigne. Donc toujours, ou de biopsier un rein dilaté aussi, très sympa le rein dilaté, on met l'aiguille, il y a de l'urine partout, c'est la fête. Donc toujours une écho rénale avant de biopsier. Pardon ? Ou de biopsier rien du tout, oui, ça aussi ça arrive, on repart avec un bout de foie ou des choses comme ça, c'est les aléas néphrologiques, mais bon. Donc, il faut aussi un bilan d'hémostase et un groupe, un résus, etc. Et puis, on va aussi faire le bilan du retentissement, parce que c'est quand même une patiente qui a une insuffisance rénale, on ne sait pas exactement depuis quand. Donc, au moins un bilan lipidique pour voir s'il faut lui mettre le LDL en dessous de 1 gramme ou si elle l'a déjà. Et un bilan phosphocalcique, une PTH, voir où elle en est dans son métabolisme phosphocalcique.
Voilà, donc on va faire une biopsie rénale, et alors on va la faire plutôt par voie transjugulaire. Alors je vais vous faire un petit point sur ce que sont les deux types de biopsie rénale. Donc il y a la biopsie rénale par voie percutanée et la biopsie rénale par voie transjugulaire. La biopsie rénale par voie percutanée, ça se fait en hospitalisation. Il y a besoin de 2 jours d'hospitalisation. En gros, on allonge le patient sur le ventre, on fait une anesthésie locale à la xylocaïne, on fait un repérage échographique en général, et puis avec un petit pistolet, c'est une espèce d'aiguille à ressort, on prend 2 petits bouts de rein. Cette technique, elle n'est pas toujours possible parce que le grand risque en fait de la ponction biopsie rénale, c'est l'hématome. C'est-à-dire, tout le monde a vu malheureusement des hématomes post-biopsie rénale, soit qui nécessitent une transfusion, c'est un moindre mal, soit qui nécessitent une néphrectomie, pas très classe quand on a déjà une pathologie rénale, se faire amputer de la moitié de ses néphrons d'un coup, pas très sympa, soit qui entraîne la mort du patient. Ça arrive aussi. Donc c'est un geste qui doit être quand même réfléchi et on doit se mettre dans les meilleures conditions. C'est pour ça qu'il y a une deuxième technique de biopsie rénale qui a été inventée, c'est ce qu'on appelle la biopsie rénale par voie transjugulaire. En fait, c'est une biopsie rénale qui saigne moins. En fait, c'est fait en radiovasculaire, on passe par une jugue et on descend un petit guide avec un petit machin pour prendre un bout de rein et qu'on remonte ensuite. Et l'idée, c'est que le rein, quand il saigne, va saigner dans le réseau vasculaire et en fait, il y a moins d'hématomes avec les biopsies transjugulaires. C'est moins traumatique, on ne passe pas la capsule, etc. Tu as une question? Oui, j'ai juste une question. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que dans une ponction biopsie rénale percutanée, quand ça saigne, on a un risque de faire une néphrectomie, alors que dans les ruptures de rein, a priori, on n'en fait pas tant que ça. Écoute, parfois on n'arrive pas à faire l'hémostase. D'accord. Et malheureusement, on est obligé de faire une néphrectomie. Donc c'est ça, c'est pas qu'il y a un saignement différent, c'est que l'hémostase se fait mal dans le cas de la voilà, si tu as traversé, si tu t'es tapé une grosse artère, ou voilà, parfois tu n'arrives pas à l'emboliser, tu t'en sors pas comme ça, le patient a un choc hémorragique, tu barres le rein. Okay, voilà. Donc bon, c'est un peu, donc c'est effectivement le grand risque. Donc dès qu'un patient a un trouble de l'hémostase, on fait par voie transjugulaire. Et alors là, j'ai mis plutôt par voie transjugulaire. Pourquoi ? Parce que cette dame, elle n'a pas de trouble de l'hémostase, par contre, elle a une albumine à 17. Je vous rappelle que quand on a un syndrome néphrotique sévère, avec une albumine qui est inférieure à 20, on est à un risque thrombotique absolument majeur. Ce n'est pas théorique, c'est concret. C'est-à-dire que cette patiente peut faire une thrombose artérielle ou veineuse dans les minutes qui viennent, quasiment. J'ai déjà vu une amputation sur un syndrome néphrotique qui n'avait pas été anticoagulé, il a fait une thrombose artérielle et dommage, il a perdu sa jambe. C'est un peu ballot. Donc, moins de 20 d'albumine, on doit anticoaguler. Le problème, c'est qu'on n'aime pas du tout anticoaguler les patients qui ont eu une biopsie rénale par voie percutanée. Normalement, l'anticoagulation, elle est contre-indiquée pendant 3 semaines. Donc, si on pense qu'on va devoir l'anticoaguler, et c'est le cas, c'est mieux de le faire par voie transjugulaire, comme ça on se laisse la possibilité. Si on le fait par voie percutanée, pendant 3 semaines on est coincé et on reste devant la dame en disant s'il vous plaît madame, ne faites pas de thrombose. Donc plutôt par voie transjugulaire. Voilà. Donc ma question c'était pourquoi est-ce qu'on se contente de parler de syndrome néphrotique impur alors qu'a priori il y aurait toutes les caractéristiques d'un autre type de syndrome? Voilà, alors en fait c'est une bonne question, les choses ne sont pas toujours aussi carrées que dans les livres. Là, c'est quand même clairement un syndrome néphrotique impur parce que ce soit la glomérulonéphrite rapide, le syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive ou le syndrome néphritique aigu, la protéinurie n'est jamais d'ordre néphrotique. Donc déjà, en fait, c'est le seul... on va le remettre. Dans aucun autre de ces syndromes, on a ça. Sauf la glomérulonéphrite chronique éventuellement. Mais ni dans les hématuries macroscopiques récidivantes, ni dans le syndrome de GNRP, ni dans le syndrome néphritique, on a albu inférieur à 30, protéinurie supérieure à 3 grammes par jour. Si on a ça, c'est un syndrome néphrotique. D'accord ? Et d'autre part, si jamais, donc, par exemple, tu avais, 2 grammes par jour de protéinurie et une albu qui était correcte et que tu me demandais pourquoi c'est pas un syndrome néphritique aigu ou un syndrome de GNRP. Le syndrome de GNRP, il faut documenter une insuffisance rénale rapidement progressive. C'est le patient va pas bien, on lui fait une créate, il a 100,
on lui refait une créate 2 jours après, il a 150, on lui refait une créate 2 jours après, il a 200. Ça, c'est une insuffisance rénale rapidement progressive. Et le syndrome néphritique aigu, c'est vraiment un début brutal. Là, ça faisait 2 mois que ça durait, donc voilà. Donc c'est un syndrome néphrotique, impur. Mais il est vrai que parfois, les patients présentent un tableau. Évidemment, quand on a une néphropathie avec un syndrome néphrotique, on peut aussi avoir une insuffisance rénale qui progresse. Plus ou moins rapidement. Bon. C'est moins carré dans la vraie vie, mais il faut avoir un peu ces cases-là. J'ai eu une autre question à la pause, donc j'en profite aussi pour le changement de cassette. J'en profite aussi pour ceux qui n'étaient pas là. C'est pourquoi on ne fait pas toutes les biopsies par voie transjugulaire. La biopsie par voie transjugulaire a ses risques propres, même s'il y a moins d'hémorragie, c'est quand même un geste endovasculaire un peu risqué. Et la deuxième raison, c'est que les morceaux sont moins beaux. Ils arrivent à ramener en général, alors sauf certains dieux de la biopsie transjugulaire, mais en général on a des petits bouts pas très interprétables, et vous allez voir que dans les lésions glomérulaires, certaines lésions ne concernent qu'une partie des glomérules, et c'est sûr qu'à ce moment-là, si on n'a que 3 glomérules sur la biopsie, on risque de les rater, alors que si on en a 30, ce qui arrive, on a beaucoup plus de chances d'être statistiquement au point. Et donc, c'est important d'avoir des belles carottes, c'est pour ça qu'on passe plutôt, quand on peut, par voie percutanée, parce qu'on a des beaucoup plus beaux morceaux. Voilà. Donc, on retrouve un diagnostic de glomérulonéphrite extramembraneuse. Oh oh. Alors, on va le refaire. Donc la GEM, je pense que c'est important dans l'optique du dossier transversal, parce que vous allez voir, dans les causes, il y a des GEM secondaires qui sont liées à certaines causes, qui, je pense, peuvent déboucher sur un autre dossier. En particulier, il y a des GEM paranéoplasiques qui font découvrir des cancers. Et je trouve que c'est un joli dossier pour l'internat de vous mettre une GEM paranéoplasique, c'est-à-dire on trouve une GEM et puis hop, on trouve un cancer et on embraye sur un cancer, si on veut être un peu transversal. Bon, il est un peu moche, hein, mon glomérule, mais voilà. Donc, une glomérulonéphrite extramembraneuse, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Voilà, je ne vais pas vous le faire tout du long, mais c'est ça. C'est des dépôts d'immunoglobulines sur le versant externe de la membrane basale glomérulaire. Alors ces dépôts, éventuellement, alors après, il y a des succeries anapathes où on fait différents types. Alors le dépôt, éventuellement, s'il est un peu continu, il peut donner une membrane épaisse avec un aspect de double contour, etc. Mais en gros, c'est ça, c'est des immunoglobulines et du complément, éventuellement, sur le versant externe de la membrane basale glomérulaire. Donc, on trouve une glomérulonéphrite extramembraneuse. À quelle lésion histologique correspond ce diagnostic? C'est ça. C'est-à-dire, on voit pas... Alors, j'ai oublié de vous dire, quand on analyse une biopsie, on fait toujours 2 éléments. Le premier élément, c'est la microscopie optique. Le deuxième élément, c'est l'immunofluorescence. Donc, en microscopie optique, on a différentes colorations pour analyser les différents éléments du rein. Et en immunofluorescence, on met des anticorps anti-quelque chose. Anticorps anti-IgG, anticorps anti-C3, anticorps, voilà. Et on peut voir si ça marque ou si ça ne marque pas. Donc par exemple, sur une glomérulonéphrite extramembraneuse, on peut dire, en microscopie électronique, j'ai l'impression qu'il y a des petits machins sur le versant externe de la membrane basale glomérulaire. Mais éventuellement, les petits machins, ils peuvent être discrets et puis dire, oh, bah, c'est bizarre, j'ai l'impression que la biopsie est normale. À ce moment-là, on fait l'immunofluorescence. Et sur l'immunofluorescence, miracle, la membrane basale glomérulaire, elle apparaît super bien parce qu'elle est marquée par exemple, des anticorps anti-IgG. D'accord? Donc c'est un dépôt classiquement d'IgG et de C3, et après ça dépend. Si par exemple on a une glomérulonéphrite extramembraneuse lupique, il peut y avoir du C1q, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. En optique, soit on voit les dépôts, soit on ne les voit pas parce que c'est discret. Et en immunofluorescence, on voit les anticorps qui se sont déposés le long de la membrane basale glomérulaire. Voilà. Alors, quel traitement doit-on mettre en œuvre dans un premier temps? Alors, la glomérulonéphrite extramembraneuse, donc comme, on va voir ça un petit peu après, hein, mais comme malheureusement pour vous, mais heureusement pour les néphrologues, c'est ça qui est marrant, on a plein d'étiologies pour une lésion histologique, il y a plein de maladies qui donnent ça, il y a plein de problèmes qui donnent ça, ou de médicaments qui donnent ça, et
mais on a aussi des causes idiopathiques. La glomérulonéphrite extramembraneuse idiopathique, le traitement étiologique, il est compliqué à discuter. Donc il n'est pas pour vous en gros. Dans certains cas, on traite. Et si on traite, sachez juste pour vous que les corticoïdes tout seuls, ça ne marche pas, il faut rajouter d'autres immunosuppresseurs avec. Voilà, donc en gros, vous ne vous apprenez pas, bien sûr, le traitement étiologique de la GEM idiopathique. S'il y a une GEM secondaire, le traitement étiologique, il est le traitement de la maladie qui a induit la GEM. Mais par contre, dans tous les cas, et ça c'est hyper important, c'est nos 10 commandements, c'est le meilleur traitement de la GEM, c'est les 10 commandements de la néphroprotection. D'accord? Donc ça, on va le mettre en œuvre de toute façon. Donc, quel traitement on met en œuvre? Donc, en fait, il y a deux volets. Il y a le traitement spécifique du syndrome néphrotique, qu'on va préciser, qui est symptomatique et qui est valable pour tous les syndromes néphrotiques. Et puis, il y a le traitement néphroprotecteur, parce que vous avez une petite dame insuffisante rénale avec une néphropathie. Néphroprotecteur. Vos 10 commandements. Alors, le traitement du syndrome néphrotique, c'est pas très compliqué. Donc, on a déjà vu un des éléments. Si on a moins de 20 grammes d'albumine, on a un risque de thrombose hyper élevé. Quel est le mécanisme? C'est qu'en fait, bien sûr, on ne perd pas que de l'albumine. La barrière de filtration glomérulaire est altérée, c'est ça qui laisse passer l'albumine. Ça laisse passer aussi plein d'autres choses. En particulier, ça laisse passer l'antithrombine 3, qui a une activité antithrombotique normalement. Donc quand on a un syndrome néphrotique très sévère, on a une fuite urinaire d'antithrombine 3, et donc on a un risque élevé de thrombose. Donc, comment on va l'anticoaguler? Les AVK moyens, elle vient d'être biopsiée, même si elle a été biopsiée par voie transjugulaire, elle peut quand même faire un hématome. Si elle se met à faire un hématome, on peut antagoniser les AVK, etc., mais on ne sera quand même pas très confortable qu'elle soit sous AVK. La deuxième raison pour laquelle on n'aime pas les AVK dans ce contexte-là, c'est que les AVK se lient à l'albumine et qu'elle a une hypoalbuminémie sévère, ça va pédaler dans la choucroute pour équilibrer ces AVK. Elle risque d'être hautement surdosée avec des doses normales, quoi. Donc pas trop d'AVK. Pas d'HBPM, parce que vous avez noté sur votre dossier qu'elle était insuffisante rénale et qu'on ne lui mettait pas d'HBPM. Donc, on va l'anticoaguler par héparine non fractionnée. Comment on anticoagule efficacement un patient par héparine non fractionnée en néphro? Donc, on a deux possibilités. Soit on met l'héparine non fractionnée IVSE à la seringue électrique, soit on met l'héparine non fractionnée sous forme de calciparine en sous-cutané en 2 ou 3 injections par jour. Il faut retenir que chez un insuffisant rénal, on met 2/3 de la dose. Donc on mettra, par exemple, si vous avez appris les doses là, pour l'héparine non fractionnée IVSE dans l'embolie pulmonaire, je ne sais plus quoi, 500 unités kg/jour, on met 2/3 de 500 unités kg/jour. Pareil, pour la calciparine, le moyen mnémotechnique simple pour s'en souvenir, c'est par exemple si on fait 60 kg, c'est 0,6 ml x 2 par jour. Si on fait 70 kg, 0,7 ml x 2 par jour. Quand on est insuffisant rénal, on met 2/3 de la dose. Donc par exemple, si on fait 60 kg, on aura 0,4 ml x 2 par jour. La dose préventive de calciparine, c'est 0,2 x 2. Voilà, de façon pratique. Donc on va lui mettre des statines, parce que dans les complications du syndrome néphrotique, il y a une dyslipidémie très importante. Alors j'ai fait une bêtise, je vois ça. J'ai mis objectif de HDL inférieur à 1 g par litre. Évidemment, c'est objectif de LDL inférieur à 1 g par litre. Logiquement, je vous rappelle que le HDL, c'est protecteur. On va lui faire une déplétion hydrosodée, puisqu'elle est en inflation hydrosodée à cause de son syndrome néphrotique. Donc, à la fois un régime peu salé et des diurétiques. Les diurétiques qu'on peut utiliser, vu sa fonction rénale, c'est les diurétiques de Lens. Je vous rappelle que les thiazidiques, ça ne marche pas, et les anti-aldo, c'est dangereux chez l'insuffisant rénal. C'est le meilleur... les anti-aldostérones, c'est le meilleur diurétique, théoriquement, dans le syndrome néphrotique. Parce que dans le syndrome néphrotique, il y a une activation monstrueuse de l'aldostérone. Donc c'est un très bon médicament pour traiter la rétention hydrosodée du syndrome néphrotique. Le problème, c'est que c'est hyperkaliémiant. Donc si jamais on est insuffisant rénal, moyen. Donc en l'occurrence, les diurétiques de Lens. Tu as une question? L'hyperkaliémie, normalement, c'est pas régime des études 6 mois et puis après on passe statine, ou là, vous vraiment mettre la statine. Alors, tu considères...
Alors oui, je répète la question. Donc la question c'est, est-ce que devant cette dyslipidémie, il ne faut pas faire le schéma classique où on attend 6 mois et ensuite on introduit les statines? Alors c'est une bonne question. En fait, il faut considérer ces patients malades des reins comme en prévention secondaire. Et en fait, les patients en prévention secondaire, tu ne fais pas ce schéma d'attendre 6 mois. Tu vois, quand tu viens de faire un infarctus, tu vas à l'hôpital, on découvre que tu as un cholestérol à je ne sais pas combien, tu sors avec, même si tu ne l'as pas, tu sors avec ta statine. On n'attend pas 6 mois. Donc là, c'est pareil. En fait, on considère qu'on est en prévention secondaire, si tu veux, et on le met tout de suite. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est la cinétique probable d'évolution du syndrome néphrotique. C'est-à-dire que les patients qui ont un syndrome néphrotique qui va bien évoluer rapidement, par exemple les patients qui ont des lésions glomérulaires minimes, avec un syndrome néphrotique qui est explosif mais qui va très bien répondre aux corticoïdes, c'est pas la peine de mettre des statines, puisqu'ils sont très dyslipidémiques quand ils arrivent, mais ça va rentrer dans l'ordre rapidement, et donc ça vaut pas le coup de mettre une statine puis l'arrêter, voilà. D'autant plus qu'effectivement, ici, la statine, quand tu as une hypoalbulie profonde, la statine, elle est un petit peu à risque parce qu'il y a un risque de rhabdomyolyse qui est augmenté. Donc il faut la mettre quand il y a une bonne indication. Mais là, c'est une bonne indication. Voilà. Elle fume. Oh. Donc elle arrête de fumer. Sinon, c'est 0 à la question et un cancer du poumon pour elle. Donc il y a 2 raisons pour la faire arrêter de fumer. Outre que vous êtes à l'internat, un patient qui fume, on lui fait arrêter de fumer. C'est la néphroprotection, hyper important. Et d'autre part, c'est une patiente, on a dit, qui a un risque thrombotique majeur. Donc c'est pas la peine de fumer par-dessus. Voilà. Le traitement antihypertenseur, on va faire un traitement qui a visé antiprotéinurique. Donc les IEC et les ARA2, on a dit, ils diminuent la pression dans l'artériole efférente et donc en fait mécaniquement ils diminuent la protéinurie. D'accord ? C'est nos grands traitements antiprotéinuriques, les IEC, les ARA2, donc ça marche aussi dans le syndrome néphrotique. Voilà, et quand on va la surveiller, on va surveiller entre autres son poids parce qu'on essaye de la dépléter, ses œdèmes, etc. Ok, alors, là, donc, on va mettre ça pour que ce soit tout beau. Quelles grandes étiologies de GEM? Donc, quelles grandes causes de GEM connaissez-vous et comment complétez-vous le bilan? Donc, moi, je vais vous dire, comme il y en a des milliards de causes de GEM, les plus importantes, celles que moi, je retiens au quotidien. Et après, les autres, je suis obligée d'aller regarder dans les livres. Donc, comme je pense qu'il faut que vous reteniez les grandes causes importantes, voilà, donc... Comme partout, il y a la idiopathique. Alors, effectivement, comme me le faisait remarquer Louis, donc il y a un article qui a un peu révolutionné la GEM, qui est sorti dans le New England cet été en juillet, qui étudiait des GEM idiopathiques et qui en fait retrouvait que chez 70% des patients ayant une GEM idiopathique, ils avaient en fait un anticorps anti-récepteur de la phospholipase A2 de type M. Voilà. Donc, en gros, il semble que... donc, en fait, on a trouvé l'antigène cible de ces GEM idiopathiques. C'est tout frais, mais effectivement, on a trouvé un peu comment marchaient les GEM idiopathiques. De toute façon, il ne faut pas se leurrer quand on dit idiopathique. Ça veut dire qu'on n'a pas compris comment ça marche. Mais il y a bien un jour où la science avance et où les idiopathiques deviennent plus explicites. Donc ça, c'est les grandes... Dans idiopathique, ça marche partout. La GEM idiopathique. Après, l'autre grande cause à connaître, c'est l'hépatite B. Absolument, il faut faire une sérologie hépatite B devant la GEM. La troisième grande cause, c'est le lupus. Et la dernière, parce que j'ai décidé de ne pas trop vous embêter, c'est paranéoplasique. Ce qui veut dire schématiquement, même si bien sûr dans la vie c'est beaucoup moins simple que ça, une GEM chez une femme de 20 ans, c'est un lupus. Une GEM chez un monsieur de 60 ans, c'est paranéoplasique. Et au milieu, il y a l'hépatite B et les idiopathiques. Moi, je pense... Quand j'ai commencé à faire les dossiers pour cette conf, d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le premier dossier, je me suis dit, super, un dossier de GEM, on peut rebondir sur plein de choses. Je pense qu'il faut que vous reteniez bien hépatite B, lupus, paranéoplasique, parce qu'on peut complètement enchaîner sur un autre dossier. Ça, c'est typiquement... quand on biopsie un patient et qu'on trouve une GEM, tout le monde est hyper content. Parce qu'on va pouvoir l'examiner des pieds à la tête, faire des scanners, des fibros, des machins pour trouver le cancer. Ou voilà. Bon, d'accord, c'est pas très drôle, mais il y a
Enfin, on sert vraiment à quelque chose, ça peut être révélateur du cancer, ça peut aussi apparaître sur un cancer connu, mais il faut s'escrimer à trouver le cancer, et voilà. Donc c'est, quand on aime bien en néphro le travail un peu de détective en disant il y a un point d'appel et à quoi ça correspond, si on aime bien examiner ces malades, faire plein d'examens et réfléchir et dérouler une démarche diagnostique, la GEM c'est intéressant. Voilà, donc ça, ces causes-là, vous devez les connaître. Et les lésions histologiques aussi. Donc, comment est-ce qu'on complète le bilan? Juste une petite question, paranéoplasique, c'est dominé par le myélome ou c'est vraiment non. tous quoi? Alors, paranéoplasique, pour la GEM, c'est surtout les cancers solides. Voilà, c'est cancer poumon, cancer gynéco, cancer... les myélomes ne donnent pas de GEM. Voilà. Je crois qu'il y a des lymphomes qui peuvent donner des GEM, mais il faut vraiment les cancers classiques solides, quoi. Le cancer du côlon, le cancer du poumon, voilà. Donc, comment est-ce qu'on complète le bilan? On va faire un bilan, donc si on l'avait déjà fait, mais on le remet, qu'on fait la sérologie hépatite B, les facteurs antinucléaires et le complément. Donc sérologie hépatite B, c'est pour l'hépatite B, facteur antinucléaire complément pour le lupus. Et puis surtout, il va falloir chercher un cancer solide. Donc le bilan de cancer, surtout très exhaustif chez plus de 50 ans, même s'il faut quand même le faire chez le moins de 50 ans. Il est clinique et paraclinique. Donc là, c'est une femme fumeuse. Donc on oriente encore plus. On va faire l'examen gynéco, la palpation des seins. Il faut lui faire un TR, être sûr qu'il n'y ait pas de cancer du rectum ou autre qui soit accessible. Il faut faire un examen cutané parce que les mélanomes aussi peuvent donner des GEM. Et dans le bilan paraclinique, une mammo, colofibro, ça se discute, mais moi je le ferai. La fibrobronchique, elle est systématique chez la fumeuse parce qu'il y a des chances quand même qu'elle ait un cancer du poumon. Il faut faire le scanner aussi. Et donc soit scan TAP, soit radiothorax écho-abdo, mais enfin chez une fumeuse, moi je ne ferai pas de subtilité, j'irai directement au scanner thoraco-abdo-pelvien. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pas de chance. Hein. Les gens, ils viennent parce qu'ils ont les jambes qui gonflent et ils repartent avec un cancer, mais bon, voilà. Parfois aussi, c'est idiopathique. Quand même, la grande majorité des GEM sont idiopathiques. Mais bon. Et alors, la patiente présente à J4 de l'hospitalisation une douleur lombaire droite intense avec hématurie macroscopique. Qu'est-ce qu'on évoque comme deux grands diagnostics? Alors, si quelqu'un veut répondre, allez, vas-y. Oui, motivé. Moi, j'ai deux grands. Donc, la colique néphrétique aiguë lithiasique droite ou la thrombose de l'artère rénale droite? Alors, il y en a un qui est bon et l'autre non. Ouais, alors, il n'y a pas vraiment de raison qu'elle fasse une colique néphrétique aiguë droite. Là, comme ça, en plein milieu de sa GEM, il n'y a pas vraiment de rapport. Oui, dans l'absolu, devant une douleur lombaire avec une hématurie ou une colique néphrétique. Mais en rapport dans le contexte qui est là, tu as raison. Les GEM, c'est la complication très classique, c'est la thrombose des veines rénales. En fait, ils sont à risque thrombotique plus important encore que les autres syndromes néphrotiques, et en particulier pour les veines rénales. Et par contre, tu viens de la biopsier, cette dame, et tu l'as anticoagulée. Et elle est à J4, l'hématome. Ouais, vraiment. Et alors, je vous dis le côté parce que ça a son importance. C'est sûr que si ce n'est pas du côté de la biopsie, ça a moins de chances d'être un hématome. Alors, juste pour information, quand on fait une biopsie percutanée, on biopsie à gauche, toujours. Parce que notre crainte, c'est de se taper le foie si on biopsie à droite. Donc, une biopsie percutanée est toujours à gauche. Une biopsie transjugulaire peut être des deux côtés, mais préférentiellement à droite parce que c'est plus facile techniquement pour le radiologue. Voilà. Donc là, on l'avait biopsié par voie transjugulaire. Il n'y avait pas de raison particulière de la faire à gauche plutôt qu'à droite. Tu peux demander au radiologue de la faire à gauche si, par exemple, tu as une atrophie rénale à droite ou un truc qui te dit bah non, le rein droit, il ne va rien nous dire, il ne va pas nous renseigner, il faut rein gauche. Mais sinon, si tu ne lui dis rien, il le fait systématiquement à droite, le radiologue. Donc, douleur à droite, hématome. Hématome, gros stress, écho en urgence, NUM, bilan pré-transfus et chirurgien et tout, hein, parce que ça peut vraiment partir en brioche. Ok.